Donc là tu la montres parce que tu vas... Alors bienvenue au deuxième épisode. Oui, d'abord. Deuxième et dernier épisode. Hein. J'espère bien. C'était, pour ceux qui tombent là-dessus, c'était la révision d'une R1200 RT. Grosse révision. Grosse révision. Était en deux épisodes. Donc ceux qui tombent sur le deuxième épisode, qu'ils aillent voir le premier. Bah oui. Sinon ça va être décousu. Sinon c'est ballot. Et là on attaque, tu disais. Courroie d'alternateur, réglage du jeu aux soupapes, etc. Et dans le premier épisode, on attaque la partie noble de la révision. Dans le premier épisode, on a fait les fluides. Tous les fluides, purge des freins, entretien de l'ABS. Oui, dans le premier épisode, on explique. J'insiste un petit peu parce que les gens ne tombent pas forcément sur les épisodes dans l'ordre. On a expliqué comment démonter le carénage, c'est pas si compliqué, et comment s'occuper des vidanges de tous les fluides, cacaboudins, etc. Et là, on est au deuxième épisode. Et on va attaquer courroie d'alternateur qui se courroie d'alternateur, tu as l'air de te lancer dans un truc qui est dans un endroit sombre et caché là-bas. Voilà. Donc la courroie d'alternateur, elle est derrière ce carter frontal. Voilà, à l'avant du moteur, comme sur les précédents modèles d'ailleurs. D'accord. L'architecture moteur n'a pas été révolutionnée avec ce moteur, ça a été amélioré, on va dire. Ce sont des Torx, des BTR, des... Comme d'habitude, c'est du Torx. Du Torx, donc c'est fini les cruciformes alors, c'est fini. Oui. Ils ont décidé que le cruciforme, c'était désuet. Combien de vis? 4. 5. 5, ok. C'était un carter en quelle matière? En peau de zircon. C'est de la peau de zircon, d'accord. Plastique, c'est ça que tu veux me dire? Voilà. Carter en plastique, ok. Plastique. Il n'y a pas d'huile derrière ça, évidemment. Non, c'est sec. Attends, bon, il y a les vis qui vont tomber, forcément. Et donc, alors, c'est les 3 vis du bas et 2 en haut. 2 en haut. C'est difficile pour moi de les filmer, mais je pense que les gens vont le trouver. Oui, il y a 5 vis en tout. Ok. C'est pas très compliqué. C'est des vis comme ça, donc il ne faut pas les serrer trop fort. Ah, je vois, ok. Tu vois? Des vis à bois, quoi. En gros, c'est ça, c'est la vis à bois. La vis à placo. La vis pour placo. C'est parfaitement accessible, comme tu peux constater. Oui, c'est le problème des motocarénés, globalement. Hein. Ouais. C'est ton outil qui est tombé là. Ah oui. Je te le mets là. C'est ça. Oh, il y a un beau logo. Bon, ok. Ça va? Il n'y a rien de spécial. Non, rien de spécial. Comme il faut faire tourner le moteur en même temps qu'on met la courroie, pour adoucir un peu l'effort, je vais enlever les bougies qu'on va de toute façon changer. C'est la courroie, rappelle-moi, c'est la courroie de... Transmission. Vers l'alternateur. C'est la courroie d'alternateur. Voilà, c'est pas une courroie de distribution. Donc, non. Soyons clairs. Ce serait... Ducati. Non, c'est une courroie d'alternateur. Alors qu'est-ce qui se passe si on la change pas? Le risque, bon là, elle n'a pas l'air mal comme ça, mais bon, avec le temps, moi je pense que ça peut durer assez longtemps, mais BM préconise de la changer tous les 4 ans ou tous les 40 000. Ah, ok, bon. Donc on va la changer parce qu'on est bête et discipliné, et que ce qui se passe, c'est que si elle casse, la moto marche à pile. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus elle marche sur la batterie. C'est tout ce qui se passe en fait, c'est que tu n'as plus de jus, point barre. T'as plus de jus. Pas point barre. Tu casses pas le moteur, c'est ça que je veux dire. Non. Tu t'abîmes rien. Donc je vais donner 2 informations sur lesquelles je vais insister parce que ça me surprend. La courroie, quand il arrive quelque chose, elle casse. Oui. Elle se met pas à patiner ou je sais pas quoi. Ça peut siffler, mais pas sur ces modèles, parce que là, c'est vraiment tendu d'origine, quoi, en quelque sorte. Et en se brisant, elle risque pas d'emporter avec elle tous nos espoirs? Non, pas sur ce modèle. Sur les 1100, 1150, quand ça cassait, ça pouvait abîmer le capteur d'allumage qui était au même endroit. Ah. Là, c'est à poil, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle s'effiloche. Quelquefois, ça fait tac, 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 comme ça, tu l'entends. T'entends un bout de courroie qui vient taper contre le carter. Bon, ça, c'est quand elle est gentille. C'est signe qu'il faut vraiment... Alors pendant qu'on parle, et je fais ça de façon tout à fait mécanique, tellement j'ai du savoir-faire, mais là je viens d'enlever le pare-carter, parce que je vais enlever, bon après on réglera les soupapes et je vais surtout enlever les bougies pour assouplir le moteur. Il faut faire très attention, les vis qui tiennent le pare-carter sont dans le sens de la marche et se grippent.
Donc là, elles ont eu le bon goût de se défaire toutes seules. Si ça force, il faut, comme toujours, bien les frapper et surtout ne pas abîmer la tête. Parce que là, pour le coup, c'est du torx. Celle qu'elle a doit probablement se remplir de crottes. Voilà, donc déjà, il faut vider bien la tête. Pas à soi, mais elle a de la vis. Ça se fait aussi, mais c'est pas le moment. Oui, puis il faudrait déjà qu'il y ait quelque chose pour nous autres pauvres mécaniciens. Et il faut surtout pas, le torx, comme on disait, t'as assez peu d'efforts, tu peux mettre assez peu d'efforts dessus, donc t'as vite fait d'abîmer la tête. Donc il faut vraiment, dès qu'on sent que ça devient trop résistant, frapper, faut peut-être aller chauffer. Bon, c'est du plastique, c'est compliqué, mais bon. Voilà, donc ça c'est le par Carter, donc il est tenu en 3 points. Officiellement, c'est 3 torx. Là, il y avait une empreinte en 10 mm. Ensuite, on enlève ce cache-bougie par en bas. Hop, comme ça. Là, c'est vraiment le mec qui a dessiné ça. C'est le même qui a fait le mec est torturé. Il dort très peu parce qu'à cause des cauchemars, en fait. Voilà. Ensuite, là, tu as les fameuses bobines crayons. Il y en a une ici et une cachée dessous. Donc, ce ne sont plus des antiparasites, ce sont des antiparasites qui font en même temps. Ça fait bien longtemps. Bobines. Depuis le 1150 à double allumage, ce sont des bobines comme ça. Donc là, tu retires si ça veut venir. Il y a une prise, d'accord. Prise. Ensuite, tu as un outil que tu peux utiliser. Est-ce que l'outil est dans la trousse à outils ? Non. Mais il me semble qu'on le propose. On le propose à la vente dans cet excellent outil on propose un truc alternatif. On propose cet outil. C'est toi qui les fabriques, ça ? Non. Tu te mets comme ça et tu tires dessus. Mais c'est dur. Donc tu peux t'aider d'une pince à bec fin coudé. Ou tu peux, si tu es un malandrin et si tu n'as pas l'outil, tu prends une pince à bec fin coudé et délicatement, tu fais levier comme ça. D'accord, on y arrive sans l'outil quand même. On y arrive sans l'outil, mais si tu as l'outil et que tu n'y arrives pas, tu mets l'outil et tu t'appuies sur l'outil. Ça évite d'abîmer la bobine. Celle-ci m'a l'air très bien. Ensuite, clé à bougie. Alors là, ce sont des clés à bougie spéciales. Encore un outil spécial. Ah bah oui, là, parce qu'évidemment, pourquoi veux-tu ? Ce serait pas très commerçant, puis ça ferait pas sérieux si tu mettais des bougies pareilles que sur le modèle précédent. 14. 14, ok. Donc on peut avoir une grandouille de 14, ça le fait. Voilà. Il y a 2 bougies par cylindre. Les gens se demandent pourquoi on fait ça. Pourquoi on met 2 bougies par cylindre ? Oui. Bah nous, on n'y est pour rien déjà. Oui, moi, c'est pas ma faute. Parce qu'on pense qu'en créant 2 étincelles à 2 endroits différents de la chambre de combustion, ça créera un meilleur front de flamme. Donc le mélange va s'enflammer plus vite et mieux. Elles sont pas mal, mais elles sont vraiment double électrode. Alors les bobines, ça a tendance à claquer. Ah. Et pour savoir si elles claquent, il y en a 4, donc elles claquent jamais les 4 en même temps, mais ça, ce sont les bobines. Les bobines du dessous, on les appelle secondaires. Elles ont moins d'effet sur la combustion. En général, celles qui claquent, ce sont plutôt les supérieures. Et quand elles claquent, on a un moins bon ralenti. Elles tournent un peu moins bien. Bon, elles tournent que sur la secondaire. Le test. Alors c'est moins évident sur les 1200 que sur les 1150, mais moteur tournant, tu débranches la bobine avec ça. Et tu regardes la différence que ça fait, bobine branchée, bobine débranchée. En principe, si les bobines fonctionnent, il doit y avoir une différence. Le régime doit descendre légèrement quand on débranche, mais sur le 1200, c'est moins flagrant. Tu vois, c'est pareil, elle a quand même une bonne tête cette bougie, mais bon, voilà. Bien, là, le moteur va tourner beaucoup plus facilement. Ça va m'aider pour changer la courroie. Tu vois, la courroie, elle est quand même très tendue. Le seul moyen pour l'enlever, c'est de la couper. Avec une pince coupante. Avec une pince coupante. Ça se coupe bien ? Bah ouais. Il n'y a pas de métal à l'intérieur ? Non. Ok. Non, c'est vraiment la courroie polivée, comme ils disent. D'accord. Rien à voir avec la rue Poliveau. Janvier, je veux 2000 francs, janvier 45 rue Poliveau. Oui, on le sait. Et donc, ici, tu as la taille. Alors, chose curieuse, tu prends le numéro de série,
tu dis c'est cette courroie et ça va jamais. Donc en fait, si tu veux être sûr, ici il y a marqué 4 PK 582. 582, ça veut dire que c'est c'est la taille de la courroie, la circonférence de la courroie. Donc là, il faut que ce soit le même chiffre. La longueur de la courroie, tout simplement. Donc c'est bien 4 PK 582. Et alors pour la mettre, étant donné que tu n'as pas de réglage... Attends. Tu viens d'aller un peu vite sur un sujet important, là, je crois. Oui. Ça veut dire qu'il faut d'abord la démonter, regarder et commander ensuite. En gros, c'est ça. Oui, c'est important. Alors tu n'es pas obligé de la démonter, tu peux enlever le cache. Tu peux enlever le cache et regarder ce qu'il y a écrit. D'accord, ok. Si tu veux. Donc, un bon conseil, dès le début, avant d'attaquer tout ça, regardez ce qu'il y a marqué sur la courroie. Oui, mais attends, parce que quand ils vont voir la Chienlixé, ils vont se dire, je fais pas la courroie. Parce que nous, on a un outil. Un bon conseil, venez chez nous. Nous, on a un outil. Oh, sans l'outil, tu peux te démerder. Bon, c'est pas un outil de rigolo, ça. Et non, c'est un truc qui te permet de mettre la courroie en même temps que tu... Est-ce qu'il y a eu une période où tu n'avais pas d'outil et que tu le faisais quand même? Eh ben, on le faisait avec beaucoup de difficultés et avec un tournevis ou gros tournevis ou machin. Parce qu'en fait, comme tu peux pas régler la tension de la courroie, l'alternateur est fixe. Tu peux pas te détendre. Tu peux pas le détendre. Le seul moyen, c'est de faire tourner. Tu vois, tu mets la courroie comme ça, en haut, et puis tu commences à la mettre là, et puis tu fais tourner, et avec un tournevis, en même temps que tu fais tourner, tu la forces à prendre sa place. Ok. Tu vois ce que je vais dire? Je veux dire que je comprends ce que tu me dis. De là à voir avec ma caméra, non, mais peut-être que... Ok, donc tu l'as remise en haut et en bas, voilà, évidemment, il faudrait... Tu vérifies qu'elle soit bien à sa place, parce que tu peux la mettre hors de ses rails. Tu peux la mettre comme ça. Alors qu'en fait, il faut vraiment qu'elle soit à sa place. Rail, d'accord. Voilà. Alors, quand tu n'as pas l'outil, tu prends une clé que tu mets là, tu fais tourner, et en même temps que tu fais tourner avec un tournevis, tu forces la courroie à prendre sa place. D'accord. C'est quand même faisable sur l'outil alors? C'est faisable, ouais. C'est chiant, ça lui tire sur la gueule. Quand tu as l'outil, tu mets ta courroie là comme ça, gentiment. Tu la mets sur le gros écrou. Tu vérifies qu'elle est bien là-haut à sa place. Et tu fais tourner. Et en principe... C'est quand même dur, même avec l'outil. Hein? Même avec l'outil, c'est un peu dur. Ah bah oui, puis est-ce que je suis bien là? Ouais. Non, je ne suis pas tout à fait à ma place, tu vois. Il faut vraiment qu'elle soit guidée. Tu vois, la courroie, tu vois, elle souffre. Et voilà. T'as vu, c'est velu quand même. Ok. Donc là, je vais faire un petit tour. Celui qui fait ça la première fois et avec un tournevis, bon... Voilà. Alors là, tu vois, heureusement que j'ai enlevé les bougies, parce que sinon, j'arriverais pas à tourner le moteur comme ça, avec la compression. Sans l'appareil, tu te fais chier. On remet le carter, tu vérifies qu'il n'y a pas de fuite, que tout est bien serré. Ah oui, il ne faut pas qu'il y ait d'huile là, hein. D'accord. Ouais. Comme toujours, tu ne serres pas la première vis. Ouais. Tu mets en place toutes les vis, et seulement quand elles sont en place, tu serres. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, non, il n'y a pas de filtre à essence. Il y en a-t-il point, il y en a-t-il un, il y en a-t-il pas? Je suis surpris de ça. Il y a un filtre à essence, mais on ne peut pas le changer. J'ai longtemps cru qu'il y avait un filtre à charbon dans le bloc pompe à essence. D'accord. Il se trouve qu'il y a une panne. Après 150 000 km environ, la moto régule. Elle avance plus ou elle... C'est un genre de panne systématique ou que... Ça arrive. D'accord. Et il se trouve que c'est le filtre de la pompe à essence qui est colmaté. Eh bien, figure-toi qu'on a démonté un corps de pompe et qu'il y a un petit filtre à essence papier comme ça, dans la pompe, dans le corps de pompe. Oui. Filtre à papier qui doit coûter 2 balles.
et qui, quand on a démonté la pompe, et le filtre était mais dégueulasse, quoi. C'était incroyable que la moto continue de fonctionner. D'accord. Et malheureusement, tout ça s'est monté certi. On a réfléchi à une méthode pour pouvoir changer ce petit filtre et on peut pas. Ce qui fait qu'en fait, pour l'instant, dans un cas comme ça, tu es obligé de changer le corps de pompe et ça vaut une blinde. Et donc, c'est fait pas partie de l'entretien, donc une manière, ils disent pas tous les 100 000 sans changer tout le bazar. Non, il se trouve que c'est pas systématique. Je sais pas ce qui détermine. Peut-être ça dépend si tu roules en Afrique avec de l'essence dégueulasse. Peut-être que là t'es plus exposé, mais il n'y a pas de règle. Et le symptôme, c'est quand la moto commence à plus vouloir tourner correctement, à manquer de puissance dans les tours. Et ben c'est ça. Ok, tu te prépares à faire quoi là? À enlever les couves culasses pour avoir accès au système de culbuterie, quoi. D'accord, pour régler le jeu sous soupape. Voilà. Comme d'habitude, là tu as 2 vis. Alors je mets une cuvette parce qu'en général il y a de l'huile. Le couve-culasse, il faut le lever vers le haut pour l'enlever parce qu'en fait ça vient se mettre là-dedans, tu vois, ce petit truc vient. Ah d'accord, vient il y a une sorte d'encoche. Okay. Voilà. Oui, l'huile qu'on a trouvée au fond du couve-culasse, c'est l'huile de fonctionnement normal. Hein. Donc il y a quelque chose à régler là-dedans. Ouais, à contrôler et à régler si nécessaire. Alors là, sur les modèles jusqu'à 2010, enfin jusqu'à 2009 inclus, le système de réglage se faisait toujours avec écrou contre écrou. Ouais. Là, ce sont des demi-sphères, en fait, de tailles différentes. On va s'approcher du point mort haut. Je ne sais pas si mon tournevis va être assez grand. Non, il n'est pas assez grand. Un grand tournevis, j'en ai là dans mon truc à tournevis, le premier tiroir, il y a des très très grands. Il y en a même des trop grands. Tu veux parler de ça? Nous n'avons aucun mal à la planète Terre. Ne fuyez pas, nous sommes vos amis. Il n'y a pas de point de repère visuel pratique. Si, on va trouver. Tu vas nous le montrer après. Là, je m'approche. Après, tu as un petit endroit où tu mets un outil, tu as un petit trou. Où tu mets un outil. Il n'y a pas de repère visuel. Ah, j'ai de l'autre côté, je crois. Bon, montre-moi. Non, il n'y a pas de repère. Je vais comprendre quand tu vas me montrer. Il n'y a pas de repère visuel, mais il y a un trou. Ce trou-là, ça permet d'enfoncer, de mettre cette petite pige qui va se mettre dans un trou du volant moteur au point mort haut. Tu veux dire que le volant moteur donc a un trou qui vient en face de ce trou-là, voilà. D'accord, ok. Voilà. Alors, je me suis approché du point mort haut tout à l'heure avec mon tournevis. Oui, ça de tourner et tourner. Voilà. Et là, hop, ça tombe dedans. Là, je suis dedans. Tu vérifies ensuite à quel moment ton arbre à cam, les arbres à cam, les cams ont du jeu. Parce que comme sur les vieux flats, on est au PMH que d'un côté. Bien sûr. C'est explosion d'un côté, pendant que de l'autre côté, on est en bascule. Ok. Donc on passe de échappement qui se ferme à admission qui s'ouvre. D'accord. On va donc prendre des cales, comme à l'ancienne. Donc là, je suis à l'avant de la moto. Qu'est-ce que je vois? Les 2 cams qui font fonctionner les 2 soupapes d'échappement, si je ne suis pas trop idiot. Voilà. Tu as 2 soupapes d'échappement et 2 soupapes d'admission. Ok. Et là, tu vas mesurer l'écart entre quoi et quoi? Alors ici, tu vois, tu as un petit linguet qui est actionné par les cams. Ouais, d'accord. Et qui appuie sur les queues de soupape. Tu vois, les ressorts et la soupape, elle est à l'intérieur. Le jeu, c'est donc? Alors, à l'échappement, c'est 0,30, plus ou moins. Donc tu prends une... C'est entre la cam et le linguet. Voilà, tu passes la cam ici. Non, je dis ça parce que ça aurait pu être entre le linguet et le ressort. C'est pareil. C'est pareil. Oui, d'accord. Alors, s'il y a trop de jeu, c'est pas grave. S'il n'y en a pas assez, c'est embêtant. Là, on est bien large. On doit avoir un 0,35 à mon avis. Mais je crois que c'est une tolérance, c'est 0,30, 0,35. D'accord. Sachant que le jeu a tendance, avec le temps, à diminuer. D'accord. Et à l'admission, 0,15, 0,10, 0,15 à peu près. Donc là, je la passe largement. Et là, c'est le jeu à l'admission. Ouais, à l'admission. Donc tu passes ta cam, tu vois là, tu as l'arbre à cam, la cam d'admission. Et là, tu passes, et ça, tu vois, c'est large. Et pour l'échappement, pareil.
Voilà, tu te mets sous la cam et tu constates que, voilà. Si jamais tu dois rectifier le jeu, là-dessous, tu as une espèce de demi-coquille. Alors pour l'atteindre, c'est pas compliqué. Je vois pas du tout où est-ce que ça peut être. Ah, tu vas voir. Là, Imaginons. Truc de dingue. Imaginons qu'il faille le faire, le modifier le jeu. Eh bien, tu le modifies. Tu commences par enlever le petit linguet. Bon, là, il est libre. Tu as un petit clip, là. Tu enlèves le clip, c'est le clip habituel. Hein, D'accord. Si ça veut bien venir. Il n'y a pas besoin de pince à clip. Non, c'est un clip plat, tu sais. D'accord, je vois. Bon, alors, normalement, il doit se désintégrer et partir dans la stratosphère. de l'atelier, bien sûr. Voilà. Il part, il rebondit 200 fois. Ok. Là, et là, tu enlèves ça. Donc voici le linguet Le linguet. que tu viens de démonter. Voilà. Ici, tu vois, tu as une sorte de petite... hop. Oh, ça alors. C'est alors, voilà. Qu'est-ce que cela ? C'est une demi-sphère. Une demi-sphère, mais j'en trouve partout par terre. À chaque fois, je me dis, mais qui s'amuse à couper en deux les roulements de... C'est quand même du temps perdu. C'est à ça que ça sert. Voilà, et t'as tout un choix possible de demi-sphères, de toutes les tailles T'as possibles. une boîte avec tout plein de Voilà, voilà. de ça. Voilà. Oui. Ok, Alors, ok. quand t'as noté, admettons que t'as pas assez de jeux, t'as 0,20 au lieu d'avoir 0,30. Mmh. Ça laisse entendre que ta demi-sphère, elle est un peu trop épaisse. Ouais. Il faut donc, tu la mesures. C'est pas marqué dessus. Non, parce que si c'était marqué dessus, de toute façon, ce serait effacé, je pense. Donc tu la mesures avec difficulté et un pied à coulisse. Là, je m'aperçois qu'elle fait 5,1. Ok. S'il fallait que j'enlève un dixième, il faudrait donc que j'en trouve une de 5 mm. Je remets avec ma nouvelle... bon là, il se trouve que c'est la même. Mais... Il tient dedans tout seul ? Non, c'est par effet ventouse. Très bien. Une goutte d'huile pour qu'il tienne mieux. Une goutte d'huile ou de graisse pour être sûr qu'elle se casse pas la gueule. S'il se barre et qu'il tombe, je sais pas où. Voilà. Et tu remets ça en place délicatement. Tu la mets là et hop, voilà. Alors, là... C'est pas si mal foutu. Non, ça va. Tu vois, l'axe, il peut bouger. Hein, donc, tu appuies dessus. Il faut que tu aies la petite fente pour remettre la goupille. Évidemment, il ne faut pas oublier de la mettre. Est-ce qu'il est bien en place ? Oui. On a le même montage ici. Oui. Et l'admission inférieure, idem. Ici, tu as notre clip et notre linguet. D'accord, c'est un petit peu moins accessible, ok. Ouais. Donc tu vois, le moteur tourne comme ça, tu as un gros tendeur ici, la chaîne est là. Donc on est bon. J'ai enlevé ma pige, je vais faire un tour au moteur pour aller vérifier l'autre côté. Ah oui, tu as bien enlevé ta pige, sinon tu ne pourrais pas bouger le moteur. Bah oui. Là on est à gauche. On est à gauche, pareil. Rebelote et 10 d'air. Voilà, c'est calé, on retrouve le même calage. On mesure le jeu aux soupapes. Il bouge assez peu sur ce modèle. Ah oui ? Oui. On contrôle toujours parce qu'on a eu quand même des surprises, mais globalement, c'est plutôt fiable. Et puis, alors, petit détail, ça c'est le joint de puits de bougie et ça c'est le joint de couve-culasse. Oui. Ça vaut 1,5 fortune. Ah bon ? Ouais. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de joint costaud qu'on ne change pas. Nous, on le change 1 fois sur 2 en général, selon l'état. Donc, ce qu'on fait, c'est que on le nettoie bien, on vérifie qu'il n'est pas trop craquelé. Donc, on en prend soin. On peut pas, sur les anciennes, sur les 1150, on pouvait ne changer, le grand, on le changeait 1 fois sur 2, et celui-là, on le changeait systématiquement, parce qu'il avait en plus tendance, quand il commençait à ramollir, à se mettre de travers. Celui-ci est vraiment très étanche. Donc si on voit qu'il est propre, qu'il n'est pas abîmé, pas craquelé, qu'il a une bonne texture, on le laisse. Le jeu aux soupapes, il bouge tous les combien de temps ? Ça se contrôle au moins tous les 20 000. Et officiellement tous les 10 000, mais chaque fois à 10 000, ça a très peu bougé. À 20 000, ça peut arriver. Ah, ça peut arriver quand même à 20 000. Oui. Alors, là, on ne met pas de pâte, on ne met rien, on monte tel quel. C'est propre, quoi. Ouais. Okay. Donc, pareil, tu vois, tu dois le mettre un peu comme ça. Tu vois, sont des vis à épaulement. Mm-hmm. Donc, ça va s'appuyer. Cet épaulement, quand il va s'appuyer sur le plan de joint, il ne faut pas serrer trop fort. D'accord. Sinon, soit tu flingues le pas de vis,
soit tu casses la vis, mais enfin comme elle est costaud, en général tu flingues le pas de vis avant de casser la vis. J'ai cru constater comme observateur que ça arrivait de temps en temps ce pas de vis foiré là. Sur ces Ouais, motos-là. moins sur les 1200. Dommage parce que pour le coup on a la place vraiment de mettre des inserts, mais beaucoup plus sur les. Ça arrivait vachement plus souvent sur les 1150, les 1100. Là il y a que 2 vis. Bon, le carter est bien renforcé, tu vois, bien rigide. Tu vois, ils ont mis des moulures partout, juste avec 2 doigts. Hop, tu vois, tu sens tout de suite que tu es sur l'épaulement, c'est ferme, c'est tout. Ok. On profite maintenant de tout ça. On va contrôler et changer la bougie inférieure. Beaucoup moins accessible que la supérieure. Bon, c'est la même bobine crayon que sur l'autre? Non, elle est très spécifique. Là, mais ils ont fait spray. Mais non, c'est qu'il y a beaucoup moins de place en dessous, donc ils sont obligés de faire des petits trésors d'ingéniosité pour... Alors, la deuxième bobine, elle est sous ce carter. Hop, et voici notre bobine. Alors là, c'est une sorte de bobine à angle droit. Voilà. Alors là, tu vois, tu as le connecteur de la deuxième sonde lambda. Ouais. Tu le laisses en place. Ici, tu as le connecteur de ta petite bobine. Alors là, tu as une petite languette qui te permet de dégager le connecteur. Et là, tu tires dessus. Tu vois, donc il y a le côté gauche et le côté droit, bien sûr. Alors moi, j'y trouve un avantage quand même à son double allumage. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, si tu as une bougie de claquée ou une bobine claquée, la moto tourne toujours quand même. Ouais, elle tourne plutôt pas mal d'ailleurs. Ouais. Hop. Ça doit être la technologie aviation, ça. C'est ça. Deuxième, toujours 3 circuits. C'est sûr qu'en avion, t'as pas intérêt. Non. Ah, tu vois, celle-là aussi. Bon, elle est un peu cracra quand même. Hein. Elle est plus cracra que celle-là. Elle est un peu plus noire, forcément. Elle se prend un peu les dépôts d'huile. Elle est vers le bas. Ouais. Un peu de graisse haute température, histoire d'aider au montage. Tu dois choper le pas de vis. Ouais, ça veut dire qu'il ne faut pas la mettre de traviole. Il faut vraiment que ça visse tout seul. Il ne faut surtout pas forcer. Parce que, voilà, tu vois, tu abîmes ce pas de vis-là, t'es mal. Donc là, tu serres pareil, modérément, parce que tu as une rondelle qui s'écrase. Tu vois, ça, c'est une rondelle qui est faite pour s'écraser. Ouais. Tu vois, ici, comme dans toutes les bougies, tu vois, rondelle que tu ne peux pas enlever. Hein, et qui s'écrase et qui fait étanchéité. Et donc, il n'y a pas besoin de serrer comme un dingue. D'abord parce que c'est étanche très, très simplement. Et que si tu serres comme un dingue, et ben, avec le temps... Avec le temps tout s'en va. Hein, pas plus que ça. Ok. On remet notre bobine. Au passage, on vérifie qu'il n'y a pas d'oxydation. Dans le trou? Ouais, dans le trou. Tu regardes que ce soit bien brillant. Donc là, hop, tu remets le truc, tu remets le connecteur en place. Le truc, on remet l'autre bobine, pareil, elle est toute neuve, toute belle. Parce que ça s'inspecte aussi visuellement? Bah ouais, si tu vois que c'est tout craquelé, quelquefois ça peut être arraché, ça peut être cassé ici. Bon, celle-ci, elle est plutôt bien. Tu la remets, tu mets le connecteur vers le bas, tu remets le connecteur en place comme ça. On remet le carter avec les 3 grosses vis. Là, ce petit carter, il sert aussi à maintenir en place la bobine. Tu vois, c'est sur un truc qui est finalement une révision qui est finalement assez simple. Bah, tu peux passer du temps, tu vois. Tous ces petits détails sont... Et encore, là, on a affaire à une moto en bon état. Ouais. Mais ça, et le pare-cylindre. Alors là, tu vois, tu as un petit chemin là pour le fil, tu te débrouilles pour que le fil soit pas coincé. Et puis, ce petit cran, il vient comme ça. Ouais. Donc, tu vois, il faut que tu mettes plusieurs choses en même temps. En général, ça se fait plutôt bien. Et clip. Voilà, ça clip, tu vois. Le pare-carter. Bah, voilà pour ce côté. Nous allons donc faire la même chose de l'autre côté. Okay. Pardon, tu disais? Je disais que la bobine du dessous, on n'était pas obligé de débrancher le connecteur. Ah d'accord. Ouais, il y a assez de longueur de fil pour que ça force pas. Super cool. À demain.
À demain. Salut mademoiselle. À demain. T'en es où Antoine là? Il n'y a plus que du remontage ou? Ah non, faut la régler là. Ah mais oui, bien sûr, cette partie hyper intéressante. Ah bah si, j'ai eu des demandes écrites. Hein. Dans ton oreillette? Dans mon oreillette. Non, j'ai reçu des courriers gravés dans de la terre cuite. Des gens, la génération de gens qui nous regardent. Hein, Ah bah, c'est pas gentil ça. C'est pas gentil. mais c'est la même génération que moi, les gens ils savent pas si je suis vieux ou pas. Je sais que j'ai une voix de jeune fille, mais en attendant, peut-être je suis un croulant. Des jeunes filles. Ou comme dirait ma femme avec ma nouvelle moustache, un vieux PD, elle m'a dit. Marc, maintenant t'as plus ta moustache. Oui. Non, Donc, on pourrait se méprendre. J'en ai marre de me faire insulter dans la rue. Ah bon? Tu t'es fait insulter. Par ma femme, Ah oui. qui veut plus sortir avec moi. Elle me dit non, j'ai trop honte. Coupe-moi cette Oui, moustache. je peux comprendre. Là, faut reconnaître que tu avais été un peu loin sur l'esthétique moustache. En fait, vous n'êtes pas franc. Vous n'avez pas dit le gloussé. Si, on a été très clair. Vous avez gloussé. C'est pas Oui, bah, clair. Vous avez beaucoup Ça me gloussé. semble être clair si on glousse. Bon, si tu veux voir ce que je fais exactement, le mieux c'est que tu t'approches quand même. Hein. J'arrive tout Je de suis suite. en train de faire des trucs hyper intéressants. C'est le Oui. même matériel que sur les vieilles motos. Ah bah oui, c'est le principe est le même. Hein. Le même matériel que sur les séries 2. Oui, par exemple. Le principe est le même. Tiens, alors, viens par là. Moi, ma première question, c'est il y a des choses à régler. Donc, en fait, c'est ça qui me surprend même. Hein. À contrôler, en général, ça bouge pas. Je vais régler la synchronisation le système t'as un système de câbles qui actionne les papillons. D'accord. Le papillon, quand tu accélères, il faut qu'il soit actionné exactement au même moment pour que la moto tourne rond. Ok. Bon, il n'y a pas de raison que ça se dérègle, mais les câbles, ça se détend un peu, etc. Pour ce qui est du ralenti, c'est réglé automatiquement. Donc, avec l'application, que Le ralenti, je dois... c'est électronique, c'est ça? Oui, ici, tu vois, tu as un petit Alors. capuchon. Et là, tu as une petite entrée sur laquelle tu branches le tuyau. Ça s'appelle un dépressiomètre. C'est pour mesurer la dépression de la moto. C'est un truc utilisé par les psys, ça. Voilà, comme ça, tu sais s'il faut donner des antidépresseurs à la moto. Ou des anxiolytiques, ou toutes ces sortes de choses. Donc c'est un truc qui fait moteur tournant. Donc. Oui. Est-ce que tu es en train de mesurer qu'est-ce que tu mesures là? Eh ben alors là, ça c'est le ralenti. Donc le ralenti, tu mesures l'aspiration, donc du coup. L'aspiration, ouais. Et là, ce qui m'intéresse, c'est pas le ralenti, parce que d'abord, le ralenti, c'est géré par l'électronique du moteur. Oui. En principe, surtout à froid. À froid, t'as des petits moteurs en fait qui gèrent le ralenti. Et à froid, ça le remonte artificiellement. Donc pour l'instant, on attend un peu qu'elle soit chaude. Je peux regarder vite fait l'accélération. Là, tu es en train de régler la sensibilité de l'aiguille, c'est ça, du pressiomètre, d'accord. Il faut qu'elle bouge légèrement. Okay. Tu vois, l'accélération, on est un petit légèrement décalé, tu vois. Il y a une tolérance? Non, il faut essayer de s'approcher au mieux, là, c'est pas compliqué, mais je vais attendre qu'elle soit chaude. Un contre-écrou que j'ai desserré. C'est du combien? Du 11, c'est ça? 10. Du 10, d'accord. Et donc, je peux tourner légèrement la tension du câble. Donc, tu te maintiens légèrement accéléré, c'est ça? Et c'est au début de l'accélération que c'est intéressant. Et tu tournes plus ou moins. Tu choisis un côté en particulier ou pas? Je choisis celui qui a le plus de jeu, mais ça ne se sent pas. D'accord. Après, tu bloques ton réglage, donc. Voilà. Pas qu'il bouge. Et quand tu bloques ton réglage, ça dérègle, c'est ça? En principe, non, mais... Non, je suis sûr que non, mais... Ça peut aussi, il faut maintenir les deux. On est bien. Là, c'est bien. Après, si tu t'en sors plus avec le ralenti, si la moto... T'as un réglage qui est fait en usine. T'as les papillons, ils doivent reposer. Ils doivent être complètement fermés quand la poignée d'accélérateur est au repos. Complètement fermé, d'accord. Complètement fermés. Et il y a des petites vis qui les maintiennent pile fermées.
D'accord. de façon à ce que, mais comme sur toutes les autres d'ailleurs, Oui. et de façon à ce qu'il ne se coince pas. En fait, c'est pas le papillon qui repose Il y a une butée, sur le une corps, butée, quoi. il y a une butée, parce que sinon le papillon, il suffit, à force de reposer sur le corps, il finirait par s'abîmer. Donc tu as une vis de butée qui est réglée en usine, on n'y touche pas. D'accord. Mais avec le temps, les blocs, les cordes se déforment. Il y a des gens qui y touchent malencontreusement parce qu'il y a une vis apparente là. Ah, alors c'est quelle vis dont tu Tu vas parles? voir ça. Tu vois cette vis là. Alors attends, que je vois quelque chose. Oui, là je la vois, parce qu'elle brille. Bon, ben ça, faut jamais y toucher parce que c'est ça la vis qui est réglée en usine. Si jamais quelqu'un y touchait, imaginons que je sais pas quoi. Et ben ta synchro est dans le vent complet. C'est-à-dire que ton ralenti est faux et l'ordinateur, lui, est perdu. Alors qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Eh ben, Viens nous voir. il faut démonter le corps de papillon, re-régler pratiquement à l'œil, enfin c'est à l'œil et à l'oreille pratiquement, pour remettre le réglage d'usine aussi proche que possible, D'accord. de façon à... Bon, il faut vraiment qu'il soit complètement déréglé et qu'on n'arrive pas à trouver un ralenti correct. Donc là, tu as branché ton fabuleux appareil. Le petit machin que j'avais branché l'autre fois, là, Ouais. Que tu avais branché dans le premier épisode. voilà. Je vais sur mon téléphone portable, ça c'est quand même super pratique. Ah oui. Puis c'est la classe, je peux aller là, tant qu'il y a du réseau, je peux aller, Tu peux régler ça depuis ton je peux fauteuil. régler ça de mon fauteuil. Quoi. Bon. Bon, ça sert pas à grand chose parce qu'il faut couper le contact à un moment. Ce que tu mais- fais d'habitude, tu envoies des gens mettre le contact, couper le contact pendant que tu es Oui, dans ton j'ai fauteuil. des gens qui mettent le contact et puis je les appelle. C'est bon, tu peux. Là, tu viens uniquement parce que je te filme. Oui, oui, sinon je suis en télétravail. Donc là, il fait son petit tour d'horizon. Et hop, c'est calibré. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Synchronisation du moteur, ça c'est fait. Voir l'état de la clé, voilà. D'accord. Alors, dans mon oreillette, j'entends des cris, des hurlements. Les gens, ils disent, nous, on n'a pas ça. Non, bah c'est pas grave. Mais c'est pas grave, on est C'est d'accord. pas grave, ça marche comme ça en fait. C'est pas grave s'il est un peu déréglé. La moto, tu l'entendais tourner, elle était Ouais, parfaitement. c'est insensible. D'accord. Elle était parfaitement. Donc la seule chose qui se fait finalement, c'est ce que tu as utilisable. fait, c'est la synchronisation des câbles Voilà, d'accélérateur. c'est une petite retouche. Hein. Alors là, faut pas oublier de remettre les petits bouchons quand on enlève les tuyaux. Ah oui, parce que si tu retires si tu as pas mis les petits bouchons, ça fait une prise d'air, c'est ça? Ah oui, puis alors là, ça tourne pas du tout, du tout. D'accord, donc si quelqu'un part en disant merde, elle tourne encore moins bien qu'avant, qui vérifie ça? Oui, c'est surtout à nous de le faire. Non mais là, tu vois, le mec qui a voulu faire ça lui-même. Ah oui, oui. S'il voit que ça tourne plus, oui, c'est que il faut qu'il regarde ça. Ça arrive qu'on les perde en route, ces petits bouchons? Non. Off. Ça pourrait si vraiment ils sont complètement craquelés. Et, Mais on les change nous, hein. oui, si on voit qu'ils sont craquelés, on les change. D'accord. La suite des événements, c'est quoi alors là? Ben, remontage, essai, enfin, pression des pneus, contrôle de l'éclairage, que je vais faire tout de suite d'ailleurs. D'accord. Je vérifie les deux ampoules parce Oui. que c'est un grand classique. Là, les petites ampoules sur les côtés, là, les H7, elles claquent assez régulièrement. Alors maintenant, ben, on remonte les 47 vis. Combien on avait dit de vis? Je me souviens plus. Un chiffre terrible. Alors c'est là où on peut utiliser la visseuse, Ah oui, c'est bien. mais il faut être très prudent. Il faut pas la mettre en mode perceuse, Voilà. à percussion. Voilà. D'accord. Histoire Parce que de montrer quand même. On n'a pas montré ça. Mais je fais un gros plan. Ça se visse dans des. Comment t'appelles ça? Des prestals, on appelle ça, ou des. Voilà. C'est des sortes de petits pas de vis amovibles qu'on peut changer lorsqu'ils sont abîmés. Oui. C'est bien pratique. Encore faut-il en avoir en stock. Oui. Ce qui est notre cas, évidemment. Ça se visse là-dedans. Voilà. Et ces petites choses-là peuvent bouger un peu. Hein? Oui, et ne plus être en face des trous. Voilà. Et puis surtout, toi, tu peux les mettre. Tu peux engager la vis de travers. Et ça le casse. Ouais. C'est pas hyper grave, sauf qu'en général, quand ça arrive, c'est la dernière vis du carénage et tu es obligé de tout redévisser. Tant qu'à faire. Alors, Il y a un ordre particulier ou ben, on refait la même chose qu'au démontage à dans le l'envers. même désordre que démontage. Ok. Voilà. Donc tu remets le flanc. Alors, je te montre un truc. Ah, je veux bien, oui. Je suis là pour ça, que tu me montres des trucs. Il faut, tu vois, le carénage, il faut un peu le manœuvrer pour qu'il aille là-dedans, pour il y a qu'il des- soit en face de son trou ici, en face du trou ici. Voilà, que tout tombe juste. Ah, donc on commence par l'accrocher là.
Oui. C'est pratique d'un autre côté. Alors, tu rebranches le petit connecteur ici, là, sur la fameuse sonde. Là, fameuse petite, le fil là qui pendouillait. Tu rebranches le connecteur. Donc, quand tu dévisses, tu fais un peu ce que tu veux, mais quand tu revisses, il faut se mettre en vitesse lente. Et tu vois, tu règles le débrayage. Faut pas que un peu le couple de serrage finalement. Oui, c'est ça. Ça va, dès que c'est serré, ça va. Tu fais un test avec une première vis. Alors, le mieux, c'est de mettre les vis du bas en premier. D'accord. En faisant gaffe de ne pas se brûler. Et il faut se démerder pour être droit. Tu commences doucement. Ah, c'est bon. Ok. Tu vois le topo? Pas serré plus que ça, d'accord. Bon, après, tu peux. Ici, on ne met rien puisque c'est l'habillage qui vient se mettre là. Voilà. Donc, de toute façon, tu verras bien à la fin, s'il te reste 2-3 vis, ça veut dire que. Voilà. Ça veut dire qu'il faut tout vérifier. Tu te souviens ce que j'avais dit à propos de ce petit truc là? Oui. Le quart de tour qui est devant. Oui. Donc, tu mets et hop, un quart de tour, c'est bon. Tu notes que quand tu vois le carénage est légèrement penché comme ça, la vis aussi. Hein. D'accord. Si tu mets la vis droite comme ça, t'es pas bon. Faut mettre la vis perpendiculaire au plan. Voilà. On va mettre les petites oreilles maintenant. Tu voulais qu'on parle des pannes? Non. On verra. Si. Alors non, si. Sur ce modèle-là, et même parce que les gens qui vont regarder ça, ça veut dire qu'ils ont probablement ça dans leur garage. Ouais. Défauts, panne, etc. Alors, panne récurrente, les bobines, comme on avait dit. Bobine crayon. Ça, c'est assez fréquent, mais c'est pas très handicapant. Panne beaucoup plus handicapante, mais on l'a pas vu. Je viens de remonter le plan. Il y a un petit capteur sur le papillon de gauche qui gère tout. En fait, il va mesurer la position du papillon en fonction de la poignée, de l'accélération que tu vas faire à la poignée. D'accord. En fonction de la position du papillon, il va informer le calculateur que si le papillon est dans cette position-là, il y a tant d'air, il y a une certaine quantité d'air qui est aspirée. Okay. Et de ce fait, le calculateur va dire je vais injecter tant d'essence. Okay. Évidemment, si c'est un potentiomètre, une résistance variable, si le truc déconne, ça peut déconner au ralenti, comme accéléré, etc. Donc tu peux avoir soit un ralenti pourri, soit pétarade, soit le prend pas les tours et tout. Ça, c'est la tarte à la crème, c'est la deuxième panne la plus courante. Autre panne beaucoup moins courante, mais qui est arrivée, mais moins souvent, tu as une espèce de relais de pompe à essence qui se trouve ici. Donc là, tu as la pompe. Tout ça, c'est le bloc pompe. Ça, tu me parlais du filtre hier. Donc le filtre, il y a dedans, mais inaccessible. D'accord. Bon. Et tu as cette espèce de petit relais. Donc il y a un bidule. On voit pas bien, évidemment. J'ai comme un con, j'ai remis le flanc. On voit à peu près qu'il y a un bidule caché entre le machin et la chouette chose. Et ce petit relais, en fait, il est censé gérer la vitesse de rotation de la pompe en fonction du régime moteur. Il est censé réguler ça. Et quand il tombe en panne, ça marche plus. La moto est en rad-rad. En rad-rad. Et plus de son, plus d'image. Et bon, voilà. Et le relais coûte 200 balles aussi, à peu près. Il n'y a pas d'autres problèmes récurrents sur cette moto? J'ai eu une fois, c'est l'histoire des sondes lambda. On avait fait une vidéo là-dessus, sondes lambda encrassées. Oui, donc ça, le symptôme, c'est que plus elle chauffait, plus elle délirait. Alors là, si je puis me permettre, typiquement une moto qui fait pas de grande route. Oui. Pour qu'elle s'encrasse comme ça. Oui. Donc j'en déduis que c'est une moto fiable, finalement. Oui, il faut reconnaître. Ok. Et mécaniquement, boîte à vitesse, embrayage, tout ça. Alors, embrayage. Ils n'ont pas fait de gros renforts, alors qu'ils ont quand même rajouté pas mal de puissance. Donc l'embrayage, si tu fais de la ville et que tu conduis la moto comme un scooter, il y a des clients qui ont flingué leur embrayage en 40 000 km, voire moins. Quand on sait qu'un embrayage, quand tu fais les choses bien, que tu changes toutes les pièces de l'embrayage, il y a pour plus de 1 000 € de pièces et une bonne journée de boulot. Les gars que tu vois dans la rue, dans Paris, à faire la course avec les scooters, tu as envie de leur mettre le devis d'embrayage. S'il y en a pour 1 700 € ou un truc comme ça. Très relatif, parce que je te parie que moi, je fais 200 000 km avec un embrayage, avec cette moto. Les roulements de pont sont à changer régulièrement. Qu'est-ce que tu appelles régulièrement ? C'est toujours pareil, mais ça, à 100 000 km, c'est pas exclu qu'il faille changer des roulements de pont parfois avant. Il y a eu un rappel d'ailleurs sur ce qu'ils appelaient la brique de roue arrière.
il y avait un support sur le pont sur lequel était vissée la roue, qui était en aluminium au début et qui avait tendance à se fissurer. Si ta moto, la bride n'a pas été remplacée, tu vas chez BM et ils te le font gratuitement. Oui, alors n'oublions pas une chose, c'est que c'est comme un médecin, hein, les médecins ne voient que des gens malades, globalement. Oui. Enfin, je dis ça, c'est pas vrai, tu as des moteurs d'entretien, donc tu dois être quand même assez objectif là-dessus. Comme toi, quand tu vas chez le médecin. Moi, j'y vais que quand je suis malade. Comme on le disait au début du premier épisode, comme toutes les marques, il n'y a pas que BMW, mais comme c'est la dernière évolution de ce moteur, du coup, c'est plutôt bien foutu, quoi. Oui. Il te reste une vis. Non, il ne me reste pas de vis. 1, 2, 3. Qui a balancé une vis dans ton Quelqu'un bac qui m'a rajouté une vis. exprès pour te faire tourner en briques. Je vais aussi, maintenant qu'elle a tourné, faire quelque chose d'essentiel, c'est faire la pointe d'huile. On est aux 3/4, je peux en mettre une bistoule, comme on dit. D'accord. Et j'ai vu que j'avais berlafé, comme on dit dans le Nord. J'ai berlaf, tout berlafon. Sur l'étrier, là, il y a une petite coulure que je vais nettoyer de ce pas. Une coulure de liquide. Bon, pendant qu'on y est, tu mets combien? Bon, tu mets minimum à froid de 5 à l'avant, de 7 à l'arrière. D'accord, 2, 5, 2, 7. Mais tu peux mettre un peu plus si tu veux. Il y en a qui... Et j'ai vu que souvent, les motocistes ont tendance à surgonfler un peu parce que leurs clients ne font pas leur pression des pneus. Oui, et que c'est pas si simple de trouver une pompe pour faire, c'est vrai, pour faire le... Bon, alors, faut savoir qu'à chaud, il faut rajouter 200 grammes, quoi, à peu près. Il y a Rémi qui émet des correctifs. Il dit que effectivement la jauge tombe plus en panne sur le double arbre parce qu'en fait, c'est plus du tout un système inductif, c'est un flotteur. Ah, un bel flotteur comme dans mes toilettes. Oui, exactement. C'est pour ça qu'elle tombe plus en panne. Ah, les doubles arbres, ils ont du succès? Ouais, les doubles arbres, il y a plein d'améliorations. Souci WS ou DWA pour l'alarme, c'est plus une histoire d'années. Elles vieillissent, comme toutes les motos. On commence maintenant à revoir, mais c'est pas vraiment un défaut. Non, ça arrive, disons. On change des piles, c'est comme les capteurs de pneus. Ouais. Okay. Sur ces années-là, ils durent plus longtemps en temps. C'est super fiable, quoi. Oui. Ouais. On n'en dira pas autant de liquide, mais il y a eu des problèmes. Ils ont généré de nouveaux problèmes avec les liquides qui sont résolus à peu près maintenant, après quelques années. Oui, mais c'est à chaque fois qu'ils ont un nouveau modèle avec un nouveau moteur. Les premiers, il y a des environnements. Et t'essuies les plâtres. Il faut acheter les derniers, et ça, les doubles arbres, c'est les derniers AR, et donc c'est génial. Ouais. Bon, il faut que j'aille essayer la moto. Allez, il en a besoin. roule ma poule. Il en a besoin tout à l'heure. Alors, ça te plaît? Impec. Bon, dire que ça me plaît, c'est trop beau, quoi. C'est trop parfait. Ça fonctionne trop bien, ces trucs-là, pour nous. Oui, nous, on veut des trucs qui... Non, les trucs qui fonctionnent très bien comme ça, c'est bien pour les gens qui ont des jambes de bois, qui ont des grands handicaps. Nous, on est en pleine forme, nous sommes de fabuleux pilotes, nous avons besoin de motos qui tournent sur mal. Oui, qui marchent pas bien. Oui, des vieux nanars. Bon, super. Il y avait une dernière petite chose auquel j'ai pensé. Oui, dis-moi. Celle-là, elle a un démarreur qui est particulièrement vif. Oui. Ça fait partie des petites choses qui arrivent avec le temps. Les démarreurs deviennent de plus en plus gourmands, donc ils commencent à peiner. Alors on incrimine la batterie, on change la batterie, ça va un peu mieux, mais ça revient. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est si la batterie est pas trop vieille, ou si elle a moins de 2 ans, et que le démarreur commence qu'elle démarre moins bien, c'est que c'est le démarreur. D'accord. Une moto qui fait beaucoup de villes, quand tu vois les gamelles qu'il faut bouger, c'est un petit démarreur. Je comprends. Accessible, le démarreur? Ouais, il faut enlever le carénage une fois encore. Eh ben écoute, tu sais quoi? Voilà un sujet. Oui. De vidéo. Changer son démarreur. Comment changer un démarreur sur un RT. Ok. Bon, bah écoute, j'ai envie de dire merci patron. Merci patron. Merci patron. À la prochaine. You're welcome.